Bonjour à toutes et à tous et merci de vous connecter pour ce webinaire dédié à la présentation du dispositif Enseigna Professeur. Ce webinaire est destiné à vous présenter les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce dispositif, puis surtout de répondre aux très nombreuses questions que vous nous avez adressées. Alors, avant de débuter, le petit rappel de quelques consignes. Donc, tous les micros et les caméras sont coupés pour tous les participants afin de libérer un peu de bande passante. Vous pouvez toutefois utiliser la fonction questions-réponses dans Teams. Donc, il doit y avoir une petite icône en haut à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si jamais il y avait des éléments qui vous paraissaient imprécis au cours de la discussion. Et puis, si vous avez besoin de davantage de précision, n'hésitez pas non plus à nous faire signe avec les différentes fonctionnalités proposées par l'outil Teams. Je précise également que ce webinaire est enregistré et qu'il sera donc diffusé sur la chaîne YouTube de l'Oplo. Participe à cette présentation, donc pour l'Oplo, Mathilde Cam et Mélie Charouin-Renaudie, pour le pôle enseignement, à mes côtés. À signaler également la présence d'Esteve Cross, donc le directeur de l'Oplo, de Jean-Luc Armand, le président de l'Oplo, qui a lui-même bénéficié du dispositif Enseigna Professeur il y a quelques années. Et puis les 3 hyper d'Occitan pour les académies de Bordeaux, de Montpellier et Toulouse. Thierry Doucine, chargé de mission académique pour l'Académie de Toulouse, Stéphanie Vessière et Hervé Couture pour Canopé Capoc. Donc cette session va durer approximativement 1 heure. Elle va s'organiser en 4 parties. Tout d'abord une présentation du dispositif, des précisions sur les modalités de la formation. On va vous dérouler le calendrier de la procédure et puis une séance de questions-réponses qui a été construite à partir des questions que vous nous avez adressées, mais qui permettra aussi de répondre aux questions que vous posez en direct. Je vous propose donc de débuter par une courte introduction. Donc, qu'est-ce que l'OPLO? L'Office public de la langue occitane est un groupement d'intérêt public, un GIP qui rassemble 2 régions, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, ainsi que l'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture. Son territoire d'intervention, il couvre une partie de l'espace occitan, de l'Atlantique à la Méditerranée. C'est l'espace qui est matérialisé en jaune sur la petite carte que vous avez sur l'écran. À sa création, il y a quelques années, en 2016, l'OPLO avait 2 grandes missions, la transmission de la langue occitane et sa socialisation, autrement dit, sa mise en visibilité dans la sphère publique. Alors aujourd'hui, l'OPLO, c'est devenu un outil de politique linguistique, donc dédié à la langue occitane, dans un contexte particulier qui est celui de la reconquête de locuteurs. Euh, le document de l'enseignement de l'occitan, qui a été signé donc entre l'OPLO, le ministère de l'Éducation nationale et les 2 régions membres du GIP, donc l'Anne et l'Occitanie. Je cède donc à présent la parole à Mathilde Cam, qui va vous présenter le dispositif Enseigna. Oui, merci Gaëlle. Donc, le dispositif Enseigna dont on va parler aujourd'hui, c'est un dispositif de formation qui a été créé au départ comme de manière expérimentale par l'ex-région Aquitaine avec l'Académie de Bordeaux et dont le pilotage est désormais confié à l'OPLO. Donc, c'est un dispositif que nous menons en étroite collaboration avec l'Éducation nationale et les différents services de notamment pour l'instant. Donc ce dispositif est destiné à tous les enseignants du premier et du second degré qui sont titulaires dans l'enseignement public et qui souhaitent réorienter leur carrière vers l'enseignement de l'occitan ou de l'enseignement en occitan. Euh, donc, L'objectif étant de former des enseignants qui seront en capacité de transmettre la langue et la culture, donc soit au travers de l'enseignement en classe bilingue, soit dans l'enseignement de l'occitan comme langue vivante ou dans l'enseignement de matières dites donc disciplines non linguistiques en occitan. Donc c'est
c'est l'occasion pour les enseignants, notamment qui recherchent un nouvel élan pour leur carrière. Et donc, c'est un dispositif qui est accessible pour les enseignants titulaires des académies de Bordeaux, Limoges, Montpellier et Toulouse. Donc, pour préciser un petit peu, donc les critères d'éligibilité sont concernés tous les enseignants du premier et du second degré à condition d'être titulaires. Donc, les contractuels et stagiaires sont a priori ne sont pas éligibles au dispositif. Dans le premier degré, donc comme il a été dit, il s'agira d'enseigner en occitan dans des classes bilingues ou dans d'autres modalités telles que l'enseignement renforcé. Dans le second degré, il s'agira d'enseigner sa discipline en occitan ou bien d'enseigner l'occitan. À ce titre, donc tous les enseignants du second degré, quelle que soit leur discipline, peuvent être habilités en occitan. Néanmoins, on verra au stade des candidatures les enseignants qui enseignent une discipline non linguistique pourront éventuellement, au regard du projet et des spécificités du territoire, bien entendu, être priorisés dans la mesure où ça permet une plus grande exposition à la langue. Cela étant, tous les enseignants du second degré peuvent tout à fait candidater. Il y a des besoins aussi pour enseigner l'occitan à titre d'option. Donc, il s'agit d'être titulaire en poste ou bien en disponibilité ou encore pour les enseignants qui sont extérieurs aux 4 académies évoquées précédemment, donc des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, de bénéficier d'un congé de formation. Donc, ce dispositif, comme je l'indiquais plus tôt, est donc un dispositif mis en place par l'OPLO et par les 4 académies présentées précédemment. Pour nous, comme pour les enseignants, ça représente un certain nombre d'enjeux. Donc, pour les enseignants, l'objectif, comme je le disais, est d'apprendre et transmettre la langue du territoire. Donc, l'objectif pour nous tous étant d'augmenter le nombre d'enseignants capables d'enseigner la langue, donc former des enseignants qui soient compétents dans la langue, capables de transmettre la langue et la culture du territoire, d'inscrire leurs pratiques dans une logique d'innovation pédagogique, notamment en permettant l'accès aux élèves d'accéder aux bénéfices de l'enseignement bilingue, plurilingue, et de mieux prendre en compte la place de la langue dans l'enseignement, donc de la langue occitane certes, mais des langues de manière plus globale. Et donc pour les enseignants, c'est l'occasion d'explorer une nouvelle modalité d'enseignement et donc de donner une nouvelle dimension à leur carrière. De notre côté, à l'OPLO et pour nos partenaires publics, l'objectif étant d'avoir un bassin plus grand d'enseignants capables d'enseigner la langue et de contribuer ainsi à l'augmentation des effectifs. Donc d'abord en s'assurant d'avoir des enseignants dans les postes, enfin, sur les postes existants et de pouvoir créer aussi de nouvelles offres d'enseignement de l'occitan partout sur le territoire. Alors, quelques chiffres, on va faire court. Alors, le dispositif existe plus ou moins depuis 8 ans, puisqu'en fait, le dispositif tel qu'il est aujourd'hui est le fruit d'un travail donc, sur 8 années, mais sur des modalités qui ont été un petit peu modifiées pour pouvoir l'étendre aux 4 académies évoquées, puisqu'initialement, il avait pris place sur le territoire de l'ex-région Aquitaine et donc en partenariat avec le conseil régional à l'époque et le rectorat de Bordeaux. C'est 73 professeurs qui ont été formés dans le cadre de ce dispositif avec une prédominance d'enseignants du premier degré, les 3/4. Et puis surtout, je dirais une montée en puissance dans la mesure où on a à la fois plus d'académies concernées et puis une participation qui augmente aussi de la part des rectorats pour permettre justement aux enseignants de pouvoir être libérés et déchargés de leurs cours durant 1 an pour suivre la formation. L'objectif de cette formation, c'est surtout d'obtenir un niveau minimal de B2 en langue, puisqu'il s'agira d'enseigner la langue ou dans la langue. Donc, à présent, on va vous présenter un peu plus en détail la formation.
Donc, tout d'abord, commencer par donc les modalités de formation. Donc, c'est une formation qui a essentiellement 3 volets. Donc, un enseignement linguistique, une formation linguistique intensive de 624 heures de langue réparties sur 26 semaines tout au long de l'année scolaire, donc de septembre à début juillet. Donc, à ces 26 semaines d'heures de cours sont également ajoutées des semaines de formation didactique, notamment au sein du CAPOC, que l'on vous présentera et qui se présentera un peu plus loin dans la présentation. Donc, ces stages auprès du CAPOC sont donc au nombre de 2 semaines, répartis donc sur le premier et le deuxième trimestre de l'année scolaire. Et enfin, 8 semaines de stage en classe. Donc là, il s'agit de stages d'observation en classe bilingue ou auprès de collègues du second degré, et également des temps de prise en main de la classe, en tout cas d'animation de séquences pédagogiques en classe. Voilà. Donc, pour pouvoir suivre cette formation, les bénéficiaires retenus disposent d'une décharge de cours. Donc, ils sont déchargés de l'intégralité de leurs cours sur les 10 mois de la formation, donc sur la totalité de l'année scolaire, afin de pouvoir suivre la formation. La formation étant à temps plein, donc sur toute la semaine, donc sur tout le temps scolaire. Donc, c'est pourquoi les enseignants sont déchargés afin de pouvoir suivre cette formation. Et donc, cette formation est proposée donc cette année, la formation sera proposée sur les académies de Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Donc, nous disposons d'environ 10 places sur la région Nouvelle-Aquitaine, donc essentiellement pour l'Académie de Bordeaux, 8 places sur l'Académie de Toulouse et 5 places sur l'Académie de Montpellier. Excusez-moi, si je peux me permettre, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, Christophe Cosse, sur l'Académie de Montpellier, les places ne sont pas encore totalement définies. Donc, il y a encore un peu tôt pour annoncer 5 places. D'accord. Bon. Alors je m'excuse. Non, pas de souci. Donc, je me reprends. Donc, je pense au minimum, pour l'instant, on peut. Est-ce que si on indique 4? Oui, a priori, je pense que nous serons. A priori, 4. Okay. Donc, au moins 4 places, on espère 5. On croise fort les doigts pour l'Académie de Montpellier. Merci, Christophe, pour la précision. Alors, la formation, à proprement parler, est entièrement financée par les conseils régionaux de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie. Et la rémunération des agents qui proviennent des académies concernées, donc qui sont couvertes par le territoire de l'OPLO, est assurée durant l'année de formation. En revanche, ce n'est pas le cas pour les enseignants qui sont issus d'une autre formation et qui seraient en disponibilité. Donc, pour assurer cette formation, donc, elle est proposée sur plusieurs sites. Donc, cette année, donc sur l'année scolaire en cours, hein, je parle, nous avons, à titre d'exemple, donc 5 sites, 3 sur l'Académie de Bordeaux, un sur l'Académie de Toulouse et un sur l'Académie de Montpellier. Donc, pour l'année scolaire qui arrive, nous prévoyons 2 sites de formation par région académique. Et ces sites de formation sont sélectionnés en fonction des besoins identifiés sur les territoires. Donc, ça veut dire que chaque année, ces sites sont amenés éventuellement à changer en fonction des besoins qui sont identifiés sur l'année concernée. Donc, les sites comme les bénéficiaires, en fait, sont sélectionnés en fonction des besoins existants sur le terrain. Donc ça, c'est pour la formation linguistique. Ensuite, pour les périodes de stage en classe, donc comme je le disais précédemment, il y a 8 semaines de stage prévues qui sont déterminées pour les enseignants du premier degré par les conseillers pédagogiques départementaux avec
bien évidemment en collaboration avec les inspecteurs. Et pour le second degré, c'est directement avec l'inspecteur pédagogique régional qui détermine qui accompagne en tout cas les enseignants pour déterminer leur lieu de stage. Et enfin, pour la formation didactique, il y a donc 2 temps de regroupement qui sont prévus et qui sont assurés par l'équipe du CAPOC, dans les locaux du CAPOC. Donc, la première semaine a lieu dans les locaux du CAPOC à Pau pour tous les bénéficiaires. Et la deuxième semaine s'effectue dans les locaux du CAPOC à Pau pour les enseignants de la Nouvelle-Aquitaine et dans les locaux de Canopée à Montauban pour les enseignants de l'Académie de Toulouse et ceux de l'Académie de Montpellier également. Voilà. Donc, c'est trois temps de formation distincts qui sont proposés tout au long de l'année scolaire. Donc, je vais maintenant passer la parole à mes collègues du CAPOC pour vous parler un petit peu plus en détail de ce qu'est le CAPOC et de ce qu'il propose lors de la formation didactique. Donc, Hervé et Stéphanie, je vous laisse la parole. Je vais peut-être commencer si tu veux, Hervé, et je te laisse continuer. Donc, sur la première semaine de formation, nous nous retrouvons tous à Pau. Nous travaillons essentiellement sur des apports théoriques sur la didactique de l'enseignement bilingue. Généralement, les stagiaires ont déjà été dans les classes, donc on s'appuie aussi sur leurs observations pour commencer à répondre à certaines questions. Sur le second stage, on est un peu plus sur des réponses plus précises justement par rapport à ces observations, par rapport aux pratiques de classe. Et on entre un peu plus précisément dans l'analyse de ce qui se joue en classe. On est plus sur bien faire le lien entre la théorie et la pratique. Et on va répondre aussi aux besoins de connaissances, de découverte des différentes ressources. Donc, en fait, pour nous, l'objectif, c'est de vous doter. Donc, vous êtes pour la plupart des enseignants chevronnés ou déjà en poste. Donc, vous avez une expérience sur laquelle nous, on va s'appuyer pour juste vous doter des outils de l'enseignant bilingue. Parce qu'un enseignant bilingue, c'est un enseignant comme vous l'êtes déjà, mais il a quelques autres outils dans sa caisse. Et notre objectif à Stéphanie, à moi et à notre collègue du second degré, Nine, c'est de vous doter des outils qui vont vous permettre de prendre la classe et de la conduire au format bilingue, en fait. Mais voilà. Donc, c'est à la fois le lien entre la théorie, la pratique et puis l'exercice que vous pourrez avoir vu ou que vous pourrez faire lors de vos prises en autonomie de classe, comme Mathilde l'a énoncé précédemment. Très bien, merci. Donc, je me permets juste de rajouter simplement que le CAPOC, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc le Centre d'animation pédagogique en Occitan. Je ne sais pas si je l'avais mentionné avant, donc je le répète au cas où. Et donc, voilà. Et donc, merci à Hervé et Stéphanie qui sont les 2 formateurs du CAPOC pour cette présentation de la formation didactique. Maintenant, nous allons parler un petit peu de la procédure pour pouvoir candidater sur le dispositif. Alors, la procédure de candidature. Donc, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 mars 2023. Elles se font via un formulaire en ligne sur le site de l'Office public de la langue occitane, doivent être accompagnées d'un certain nombre de documents, donc notamment des documents que vous retrouvez dans d'autres types de candidatures, hein, notamment un CV, une lettre de motivation, une lettre d'engagement, votre dernier décret de nomination et éventuellement pour les candidats qui ne seraient pas concernés par qui ne viendraient pas des académies de Bordeaux, Limoges, Toulouse ou Montpellier, un arrêté de congé de formation qui permettra d'attester que vous êtes libéré sur une année. Attention toutefois, je parle là sur le compte
trop des IPR parce qu'il y a des spécificités entre académies. Il me semble que sur Bordeaux, Enseignat est inscrit au plan de formation et qu'il faut donc s'inscrire également sur la plateforme Gaïa. Mais là, j'appelle à mon secours les collègues qui vont pouvoir confirmer ou pas. On est filmé, j'espère pas avoir dit de bêtises. Hein. Bonjour à tous, donc Pascal Sarpoulet, IAIPR d'Occitan, Académie de Bordeaux et de Limoges. Oui, donc on va bientôt envoyer, enfin la DSM va bientôt envoyer aux collègues la procédure d'inscription pour le dispositif Enseignat, donc vous allez bientôt recevoir ça. On va construire ça avec l'OPLO et ça vous sera envoyé, enfin ça sera envoyé dans tous les établissements scolaires. Merci. Merci Pascal pour ces précisions. Peut-être, excusez-moi, Christophe Costa, peut-être préciser donc que pour Montpellier, il faut s'inscrire aussi sur une plateforme qui s'appelle Orion, mais vous avez logiquement reçu un courrier dans tous les établissements hier ou avant-hier. D'accord, très bien. Donc, et pour être complet sur le tour des académies, Didier Agar, Académie de Toulouse, pour la session 2023-2024 d'enseignants, il n'y aura pas de demande formelle d'inscription sur Gaïa pour participer au dispositif, ou dans tous les cas, ça sera une inscription à public désigné en fonction des candidats qui auront été retenus. Mais là encore, des informations seront données par mail pour préciser les différentes inscriptions nécessaires ou pas. très bien, merci messieurs. Donc, je récapitule rapidement donc des informations complémentaires sur les modalités d'inscription spécifiques aux différentes académies seront communiquées par mail. Et vraisemblablement, il s'agira d'une inscription sur Gaïa pour l'Académie de Bordeaux, d'une inscription sur la plateforme Orion pour l'Académie de Montpellier et une inscription complémentaire éventuellement qui sera communiquée par l'Académie de Toulouse seulement aux candidats retenus sur l'Académie de Toulouse. OK. Donc, pour ce qui est de la procédure de sélection, donc à l'issue des candidatures, donc qui sont, je le rappelle, ouvertes jusqu'au 31 mars, à l'issue de cette période de candidature, passerons donc à l'étape de sélection. Donc, tout d'abord, des jurys seront constitués pour recevoir un entretien les candidats qui seront retenus et pressentis pour devenir les futurs bénéficiaires du dispositif Enseignat. Donc ça sera dans le courant du mois d'avril. Donc, le cas échéant, vous recevrez une convocation une invitation en tout cas à un entretien avec un jury donc, qui sera composé de membres de l'Éducation nationale et de membres de l'Office public de la langue occitane. À l'issue de ces entretiens, donc, la communication des résultats définitifs sera effectuée à partir du mois de mai. Et les candidats retenus se verront remettre une convention auprès de l'OPLO qu'ils signeront pour toute la durée de la formation. Donc une convention qui porte sur l'année de formation ainsi que sur les 5 années suivant la formation, puisque, je le rappelle, les enseignants qui bénéficient de la formation Enseignat s'engagent sur 5 ans à enseigner en occitan ou la langue occitane comme LVR pendant les 5 années suivant sa formation au minimum. Donc, un petit rappel. Juste préciser que les entretiens avec le jury pourront être proposés en visioconférence à distance, oui, sans forcément nécessiter de déplacement. Tout à fait. En effet, merci Didier de la précision. Effectivement, les entretiens auront bien lieu en visioconférence. Merci. Donc, un rappel rapide sur le déroulé de la formation, mais surtout sur la procédure en amont d'une prise de poste. Donc, la formation, elle se déroule sur l'année scolaire. Donc, là, ce serait de septembre 2023 à juin 2024. Ensuite, il vous faudra être habilité. Alors, en fonction de si vous êtes du premier ou du second degré, donc soit par l'IPR ou la DSDEN. Attention, si un jour dans votre carrière, vous avez des projets de mobilité
l'habilitation n'est pas forcément valable d'un territoire à l'autre. Et en sus de cette habilitation, il vous faudra vous inscrire au DCL. Donc évidemment, tout cela vous sera rappelé en cours de formation. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous ne passerez pas à côté de la formation. Il n'y a pas de difficulté, mais il faudra l'avoir en tête. Donc s'inscrire au DCL au mois de mars de votre formation pour un passage en mai pour valider le niveau B2 qu'on évoquait précédemment. Sachant que voilà, si toutefois vous avez des questions d'ici là sur le DCL, un webinaire sera organisé aussi par l'OPLO sur le DCL, où vous pourrez obtenir des informations complémentaires spécifiques à ce DCL, sachant que il est en partie pris en charge par l'OPLO. Un point pour l'Académie de Bordeaux, parce que je vais devoir vous quitter, donc merci beaucoup de votre présence à cette visioconférence. Un point pour l'Académie de Bordeaux, l'habilitation pour le premier degré se déroule maintenant, c'est-à-dire au mois de mars, début avril. Quant à la certification complémentaire pour les collègues du second degré, en revanche, ça se déroule en même temps que les certifications complémentaires de toutes les langues. Ça se déroule au mois de février, mais l'année suivante, donc à N+1. Voilà, je vais devoir vous quitter, j'ai une autre visioconférence. Je vous remercie beaucoup. Un point pour préciser également que le dispositif qui est présenté ici est un dispositif qui a fait ses preuves maintenant et que nous travaillons depuis en très bonne intelligence avec tous les partenaires, bien entendu, et que ça fait partie d'un plan général de développement et de renforcement de l'enseignement de l'occitan qui est en train d'être travaillé entre le ministère, l'OPLO et les collectivités territoriales dans le cadre d'un accord cadre pour l'ensemble des académies concernées. Donc, je vous invite bien entendu à vous intéresser à ces questions-là. Il est très important que les enseignants de terrain sachent tout ce qui est mis en place d'un point de vue politique pour aider à la transmission des langues et des cultures régionales, et spécifiquement chez nous de l'occitan, qui est une langue très singulière dans les langues régionales. Voilà, merci beaucoup et bonne fin de travail. Pascal, d'être venu. Merci pour précision. Donc, poursuivons ensuite sur la troisième phase, donc la phase effectivement d'habilitation dont on parle maintenant. Donc, comme indiqué, les habilitations sont passées aux alentours du mois de mars de l'année scolaire, suivi ensuite de l'examen du DCL. Et une fois la fin de l'année scolaire approchant, donc il est remis aux bénéficiaires une attestation d'habilitation à enseigner. Donc à chaque enseignant, que ce soit premier ou second degré. Cependant, les enseignants du second degré, en plus de cette certification, seront amenés à passer un examen complémentaire, donc à l'année, effectivement, N+1, comme le disait également Pascal juste avant. Donc, cela vous sera rappelé à tous ceux qui sont dans le second degré et qui suivront la formation, cela vous sera rappelé en cours de formation, mais il faut garder en tête l'existence de cet examen. Et enfin, une fois toutes ces étapes franchies et la formation terminée, c'est le temps de la prise de poste dès septembre, non pas 202, mais 2024. J'ai fait une faute de frappe, je m'en excuse. Donc, dès septembre 2024, au sortir de la formation, c'est le temps de la prise de poste. Donc, soit dans un cursus bilingue pour le premier degré, soit en collège ou en lycée pour le second degré, en occitan LVR ou en DNL, ou en option. Voilà pour le déroulé de la formation. On a fait un petit peu donc le tour de la procédure et du déroulé de la formation. Et donc, on va maintenant passer à un petit peu un temps de questions-réponses. Donc, nous avons déjà relevé un certain nombre de questions posées lors de l'inscription au webinaire. On vous en remercie. Et ensuite, on prendra les vôtres dans le chat également. Alors, donc on va prendre ces questions-là. Évidemment, s'il y en a d'autres, on les traitera en parallèle, hein, comme ça a été dit. Si toutefois le temps imparti venait à manquer,
De toute manière, elles seront traitées ultérieurement dans le cadre d'une foire aux questions qu'on publiera sur le site de l'Office. Et de toute manière, vous pouvez également continuer à nous adresser des questions par mail. D'ailleurs, la majorité des questions qui sont traitées ici sont issues des mails que vous nous avez adressés. Donc, je suis contractuelle, suis-je éligible et pour les stagiaires également. Donc, non, le dispositif est destiné aux titulaires de l'enseignement. Donc, premier, second degré, mais à condition d'être titulaire. Est-il nécessaire d'avoir plus de 5 années d'expérience pour postuler? Alors là, également, il n'y a pas de nombre d'années minimum requis pour pouvoir postuler sur le dispositif. Cependant, comme indiqué tout à l'heure par les collègues du CAPOC, la formation s'adresse essentiellement à des enseignants ayant de l'expérience dans l'enseignement. Donc, c'est un dispositif qui s'adresse plutôt à des enseignants qui ont un petit peu d'expérience. Alors, il n'y a pas un nombre minimum qui est indiqué, enfin, ça n'est pas un requis, mais cependant, c'est pour cela que ce n'est pas ouvert aux enseignants stagiaires. Il faut un petit peu d'expérience de l'enseignement pour pouvoir être plus à l'aise sur cette formation. Donc, ce n'est pas une obligation, mais avoir de l'expérience est un atout. Question suivante. Dois-je avoir des notions d'occitan avant de candidater et mon niveau initial peut-il influer sur mes chances d'accès au dispositif? Kelly, je te laisse répondre. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir des notions d'occitan avant de candidater. Ce qui va être primordial dans la sélection, c'est le projet. Qu'est-ce qui vous anime dans la perspective d'enseigner en ou de l'occitan? Et éventuellement aussi le rapport à la langue que vous pouvez avoir même sans être locuteur. Cela étant, le niveau initial peut effectivement avoir une incidence au moment de réceptionner les candidatures, mais là encore, c'est vraiment pas le premier élément qui sera pris en considération. On peut peut-être ajouter que l'expérience passée a montré que des enseignants qui n'avaient pas du tout de notion d'occitan ou alors vraiment des bribes ont suivi la formation et sont arrivés à un niveau vraiment très satisfaisant à l'issue de la formation et ensuite lors de leur pratique de classe. Voilà, c'est parfois assez étonnant, mais on a l'expérience qui montre que ça fonctionne. Et par ailleurs, et je crois que ça vous est demandé aussi dans les lettres de motivation que vous pouvez adresser, la connaissance d'autres langues peut être aussi facilitante pour finalement développer des aptitudes d'apprentissage de l'occitan, donc n'hésitez pas à le signaler. Très bien. La formation est-elle accessible quelle que soit ma discipline, au second degré, y compris les filières techno, pro et agricoles? Je vais peut-être passer la parole à mes collègues inspecteurs d'académie pour le second degré, Monsieur Agar ou Monsieur Cos. Alors, pour le second degré, c'est destiné essentiellement aux filières d'enseignement général. Il y a peu d'enseignement de l'occitan dans la voie technologique, encore moins dans la voie pro. Et pour ce qui est de l'enseignement agricole, on est souvent avec un autre ministère et donc peu de chances de voir une candidature retenue. Voilà ce que je peux dire en synthèse, en précisant peut-être que effectivement on a eu parfois des demandes d'enseignants de la voie professionnelle qui souhaitaient aussi se réorienter vers la voie générale. Il ne faut pas que ça soit un obstacle premier, ça peut être étudié. Donc vous pouvez effectivement, les collègues de l'enseignement professionnel, candidater. Merci. Alors pardon, excuse-moi, Mélanie, vas-y. Non, avant de traiter cette question, je vois que dans le chat, on a une question. Faut-il demander un congé de formation ou si on est reçu à la formation, on est d'office mis en disponibilité? Alors,
candidats qui sont en dehors des académies, donc de Bordeaux, Limoges, Toulouse et Montpellier, il faut effectivement demander un congé de formation ou être en disponibilité sur la durée de la formation. Pour les candidats des académies évoquées, c'est une procédure qui pourrait s'apparenter à un congé de formation ad hoc, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est en dehors du cadre des demandes de congé de formation, il me semble. Mais à l'inverse de la mise en disponibilité, la rémunération est maintenue. Des précisions, messieurs les IPR, peut-être, ou c'est bon? Ce qui concerne l'Académie de Montpellier, oui, en effet, si à partir du moment où on est reçu ou retenu dans le cadre du dispositif enseignant, on a obligatoirement le congé de formation. Oui, voilà, mais il n'y a pas de demande supplémentaire à faire Non, en amont, non, à l'instar des autres académies, où, voilà. Non, c'est l'équivalent d'un congé de formation. Dans la pratique, ça revient à un congé de formation, mais les démarches administratives ne sont pas celles qu'il faut faire habituellement pour bénéficier d'un congé de formation. On est sur un dispositif vraiment de formation particulier, enseignant-professeur, et qui est reconnu comme tel par les académies. Très bien. Donc, je poursuis puisque les questions suivantes ne sont pas nécessairement liées à la thématique abordée là, mais elles seront traitées de toute manière. Vous inquiétez pas, on va reprendre le fil. Donc, j'ai déjà candidaté plusieurs fois à Enseignat sans succès. Est-ce que cela vaut la peine de candidater à nouveau? Je serais tentée de dire oui, n'hésitez pas, puisque les lieux de formation, comme ça a été évoqué précédemment, peuvent changer d'une année sur l'autre en fonction des besoins. Et il est possible que votre candidature n'ait pas été retenue parce qu'il n'y avait pas de besoin à ce moment-là sur votre territoire ou pas de projet d'ouverture. Dans ce cas-là, il n'est pas du tout vain de candidater à nouveau. Alors, candidater sur enseignant-professeur m'empêche-t-il d'accéder à la possibilité de prendre un congé individuel de formation sur un autre domaine? Alors là, je vais à nouveau me tourner vers les collègues inspecteurs pour répondre à cette question. A priori, je dirais que non, puisque c'est un dispositif tout à fait particulier, enseignant. Alors, s'il s'agit de candidater, d'avoir l'autorisation de candidater sur un congé de formation dans le cas où on ne serait pas retenu sur enseignant-professeur, oui, le droit, vous l'avez. En revanche, vous ne pourrez pas avoir les deux statuts la même année, puisque la formation enseignant-professeur est une formation qui est réalisée à temps plein. Tout à fait. Et je pense qu'il est bon de rappeler également que les enseignants retenus sur le dispositif s'engagent à enseigner sur 5 ans, ce qui sous-entend normalement que dans les 5 années suivant la formation, ils sont en poste à enseigner à temps plein. Donc, il n'est pas souhaitable, en tout cas, qu'un bénéficiaire du dispositif soit mis en disponibilité sur les années suivant la formation, puisque l'objectif étant qu'il soit en poste pour enseigner. Tout à fait. Je propose, si vous voulez bien, de passer à la deuxième thématique, donc sur les modalités de formation. Dois-je demander un congé de formation dans mon académie pour suivre cette formation? Mathilde, c'était toi? Alors, je pense qu'on y a déjà un petit peu répondu tout à l'heure, puisque une question similaire a été posée. Donc, effectivement, il s'agit d'un dispositif spécifique, comme l'expliquaient Didier et Christophe tout à l'heure. Y a-t-il d'autres démarches à réaliser hormis la procédure indiquée sur le site de l'OPLO? Mélie? Alors, comme on l'a évoqué, en fonction des académies, il peut y avoir soit une demande, une procédure sur la plateforme Orion, ou alors une procédure sur Gaïa, mais procédure à profil déjà sélectionné, donc un peu simplifié pour les académies de Toulouse et de Bordeaux. Montpellier. Oui, pardon, Bordeaux, oui, non, pardon. Ah, et Orion pour Montpellier. C'est ça.
C'est bon. Merci. On s'y perd un peu. Est-il possible de suivre la formation à distance, par correspondance ou à temps partiel? Mathilde? Alors, pour ce qui est de suivre la formation à temps partiel, non, puisque la formation est bel et bien à temps plein. Donc, pour pouvoir être bénéficiaire de la formation Enseignat, il est crucial de pouvoir la suivre, d'être en mesure de la suivre à temps plein. Pour ce qui est de suivre la formation par correspondance, non plus, ça n'est pas possible. Pour ce qui est de suivre la formation à distance, a priori, ça n'est pas le format proposé. Cependant, ça a pu l'être à la marge sur certains sites de formation. Donc là, ça va être dépendant, en tout cas pour la formation linguistique, je précise bien. Donc ça peut être proposé éventuellement, mais ce n'est pas garanti. Donc partons du principe que la formation se fait bien en présentiel et à temps plein. Et pour ce qui est des phases de stage et de formation didactique, c'est la modalité et sera en présentiel également. Et pour Merci. préciser, pour rebondir aussi sur une question qui a été posée, qui est liée à celle-ci dans le chat, la formation est donc, quand je parle de formation à temps plein, c'est sur le temps scolaire. Donc, il s'agit de cette année, la formation linguistique est sur la base de semaines de 4 jours, donc sur les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Il y a fort à parier que ce sera le même format, et éventuellement le mercredi également. Pour ce qui est des formations didactiques, le format retenu cette année a été du lundi au jeudi, donc sur 4 jours suivis. Donc c'est sur le temps scolaire. Voilà. Merci Mathilde. Vous avez reçu beaucoup de questions sur les stages. Il faut demander s'ils étaient obligatoires et puis surtout pour savoir qui pouvait aider à trouver ces stages. Mélie? Alors oui, les stages, ils sont obligatoires, ils font partie du temps de formation et puis surtout, ils sont nécessaires puisque comme on l'a vu, c'est ces stages qui vont vous permettre de faire le lien avec la réalité de l'enseignement bilingue ou en occitan et puis surtout qui vont être une source d'échange auprès du CAPOC. Donc, il y a une réelle nécessité à réaliser ces stages. Pour les enseignants du premier degré, les conseillers pédagogiques sont le relais indispensable à la recherche des stages. Et pour le second degré, les IPR sont tout à fait à même de faire le lien avec les établissements. Merci. Ou à quelle Peut-être fréquence? indiquer qu'il n'y a pas à proprement parler de recherche de stage, mais Oui. de propositions de stages qui sont faites au plus près finalement du domicile ou de la localisation géographique qui peut intéresser les collègues en formation. Alors en tenant compte bien entendu de la cartographie des enseignements bilingues et des capacités d'accueil en stage. Mais on est vigilant à ne pas... Voilà, à proposer des stages à proximité du lieu qui convient à chaque stagiaire. Merci Didier. Donc, où et à quelle fréquence se déroulent les stages de formation didactique? Je crois, Mathilde, qu'on a déjà répondu à cette question quand même précédemment. Oui, donc juste rappeler que les stages en classe, donc il y a 8 semaines de stages au total et qui sont étalés tout au long de l'année scolaire. Cette année, à titre d'information, le premier stage commençait dès le début du mois d'octobre. Et ensuite, c'est à une fréquence d'environ un tous les mois ou un tous les mois et demi à peu près. Merci. Une question sur les primes. Vais-je conserver mes primes pendant la durée de la formation? Mélie? Ah, alors là, je vais joliment botter en touche. Alors, il me semble que c'est la rémunération indiciaire qui est maintenue à 100%. En revanche, sur les primes, si elles sont liées au poste occupé, il me semble qu'elles ne sont pas maintenues. Mais on a des spécialistes plus que moi. Donc, voilà, je fais une jolie passe en retrait. Non, mais je confirme, oui, les primes ne sont pas maintenues. Oui, non, moi j'ai rien de spécial à ajouter. Ça dépend. Alors ça dépend peut-être de la nature des primes, primes de directeur, primes pour les enseignants de second degré. Donc a priori, non, vous avez la rémunération de base le salaire qui est maintenu. Les primes, c'est peut-être à voir au cas par cas. Donc pas de réponse. Enfin, plutôt non, mais pas de réponse trop stricte. Merci Didier, merci Christophe. Troisième thème, le thème de la mobilité géographique. Suis-je assuré de demeurer en poste dans mon département? Comment savoir s'il existe des besoins et donc des postes potentiels dans mon secteur? C'est une question qui est revenue dans le chat aussi, je crois. Mathilde?
Alors, alors, je vais parler là aussi sous le contrôle des collègues inspecteurs et je leur laisserai compléter après. Donc, pour ce qui est du premier, déjà pour ce qui est du premier degré, effectivement, les enseignants sont recrutés dans le département où il y a des besoins, où il existe des besoins. Donc, a priori, pour le premier degré, vous restez dans votre département, effectivement, puisque l'objectif étant de recruter, faire un recrutement plutôt local. Pour ce qui est du second degré, je laisserai les collègues inspecteurs compléter. Pour ce qui est de savoir s'il existe des besoins dans son secteur, là, je vous invite à nous envoyer un courriel si vous avez une question, parce que ça dépend vraiment du secteur. Donc, vraiment, si vous souhaitez avoir moi, ce que je vous conseille de toute façon, c'est de déposer une candidature dans tous les cas. Et si vous êtes intéressé par le dispositif, bien évidemment. Et ensuite, si vous voulez plus d'informations, là, ça pourra se discuter au cas, par courriel. Voilà. Pour ce qui est du second degré, je vais laisser la parole à mes collègues inspecteurs pour compléter. Alors, y compris sur le premier degré, d'une part, il y a une cartographie des enseignements d'occitan qui peut être accessible et que l'OPLO pourra certainement diffuser sous forme de liens et de cartes interactives. Ensuite, dans chaque département, ou dans la plupart des départements, il y a des conseillers pédagogiques départementaux qui peuvent aussi être des relais et qu'on peut contacter sur ces questions-là et pour connaître les besoins. Ça, c'est une chose qui concerne le premier degré. Sur le second degré, pour connaître les besoins, effectivement, je pense qu'on pourra répondre individuellement par mail en fonction des demandes de chacun. Pour ma part, j'ai déjà commencé à le faire pour certains collègues qui ont posé des questions. Voilà. Mais renseignez-vous aussi de votre côté dans votre lieu d'exercice auprès alors soit de collègues professeurs d'occitan, soit des sites éducation nationale départementaux qui peuvent donner des listes d'établissements aussi. Voilà, soyez un petit peu curieux, essayez de trouver vous-même vos marques et vos ressources sur le territoire qui vous intéressent. Merci. Il y a plusieurs questions dans la discussion. Est-ce que vous souhaitez répondre, Mélie Mathilde, ou on avance sur les autres questions? J'ai vu qu'il y avait une question, enfin 3 questions qui pouvaient être qui se recoupent. Donc déjà, par rapport au lieu de formation, par rapport au lieu de domicile. Donc je vais m'engager sur celle-ci. Certains demandent s'il est possible, habitant à Bordeaux, de suivre la formation à Montpellier ou inversement. Alors ça va dépendre des sites de formation. Pour l'instant, le marché vient d'être lancé. Donc, il a été publié aujourd'hui, donc ça va dépendre des répondants, mais des sites, des lieux de formation pour l'instant ont été plébiscités et sont identifiés comme nécessitant voilà, pour lesquels on aurait des besoins. Cela étant, pour moi, il y a quand même une difficulté si vous venez de Montpellier et que vous vous formez sur Bordeaux et inversement, ça va être le dialecte. C'est-à-dire que là, bon, j'espère pas dire de bêtises, mais je peine à imaginer comment vous pourrez trouver un poste sur votre territoire d'origine auquel vous demeurez attaché, peu importe le lieu dans lequel vous souhaitez faire la formation, si le dialecte ne correspond pas à celui qui est enseigné sur le territoire. Donc attention, en principe, si le lieu de formation vous convient davantage et peut permettre, par exemple, je ne sais pas, si vous êtes de Bordeaux et qu'il y a un site de formation et à Bordeaux et dans le Béarn et que le Béarn, c'est plus arrangeant pour vous sur une année de formation, pourquoi pas? En revanche, il vous faudra quand même reprendre un poste, entre guillemets, là d'où vous venez, et donc si vous êtes dans le premier degré, dans votre département d'origine. Donc attention au dialecte qui pourrait ne pas du tout correspondre. Oui, et il se pose aussi le problème des stages. Parce que dans ce cas-là, si on est sur l'Académie de Montpellier, je ne vois pas bien comment on peut aller faire les stages sur l'Académie de Bordeaux. Donc moi, personnellement, ça me paraît quand même très compliqué. Alors c'est vrai que Bordeaux vers le Béarn, on a peut-être plus de stages potentiels, donc mon exemple marchait un peu mieux. Mais de manière générale, je vous rejoins,
c'est que ça va être compliqué. Alors, ça n'est pas totalement impossible, mais effectivement, ça peut être compliqué et donc ça peut ne pas être retenu. En revanche, je voulais signaler qu'à l'inverse, on peut avoir des situations où c'est intéressant. Cette année, on a par exemple une enseignante de l'Académie de Toulouse qui est en formation dans un centre de l'Académie de Bordeaux, mais parce qu'il est limitrophe de la zone de travail. Et effectivement, cette enseignante effectue ses stages dans son département d'origine de l'Académie de Toulouse. Voilà. Donc des mutualisations sont envisageables, mais à la marge. Et les aménagements aussi, cette année par exemple, on a une enseignante de l'Académie de Montpellier qui, pour des raisons géographiques, a effectué des stages dans l'Académie de Toulouse. Mais c'est vraiment au cas par cas, et on ne peut pas en faire une généralité. Tout à fait. Ce qui Merci. semble bon de préciser tout de même, c'est que pour les enseignants qui posent cette question dans la perspective d'envisager une mutation d'une académie à l'autre, ça ne peut pas être garanti en tout cas. Donc voilà, bien garder en tête que la prise de poste se fera dans l'académie où vous êtes titulaire. D'origine. D'origine, oui, merci. Je propose de poursuivre le déroulé des questions un peu plus générales et garder un peu de temps à la fin pour les cas un peu plus spécifiques, histoire de ne pas prendre trop de temps sur le début de soirée. Je suis certain d'avoir un poste à l'issue de la formation si je réussis l'habilitation, pardon. Mélie? Alors oui, vous êtes certain d'avoir un poste puisque vous êtes titulaire. Donc la question d'avoir un poste ne se pose pas. En revanche, d'avoir un poste dans une classe bilingue ou pour enseigner 2 ou en occitan, il n'y a jamais une garantie absolue parce qu'il peut y avoir un projet d'ouverture qui, faute finalement d'inscrits, ne va pas se faire, mais c'est totalement à la marge. Et en général, évidemment que l'investissement fait à la fois par les conseils régionaux et par l'éducation nationale qui vous décharge pendant 1 an, c'est pour que vous puissiez avoir un poste qui va mettre en évidence toutes les compétences acquises en occitan. Merci. Vais-je demeurer titulaire de mon poste pendant et après la formation? Mathilde? Alors oui, je crois qu'on y a déjà répondu plusieurs fois, mais effectivement, vous êtes enseignant titulaire, vous demeurez titulaire et vous demeurez titulaire de votre poste pendant la formation, pendant laquelle vous êtes remplacé par un enseignant, par une personne qui va venir vous remplacer puisque vous êtes déchargé de cours. Et après la formation, alors ça, je suppose que ça dépend, je vais peut-être plutôt laisser la parole à mes collègues inspecteurs. Pour parler de l'après-formation. Ben, après la formation, oui, on reste titulaire de son poste, sauf si on a demandé une mutation et qu'on l'a obtenue. Merci. Ouais. Question sur la mobilité. Mutation, pardon. Titulaire d'une académie hors territoire de l'OPLO. J'ai demandé ma mutation. Entrée en formation enseignant augmente-t-il mes chances d'obtenir cette mutation? Mélie? Alors, pour moi, il y a cette question soulève plusieurs problèmes puisque il faudrait donc que l'académie d'origine, à savoir Versailles, Créteil ou Dijon, autorise un congé de formation dans la perspective de se former enseignant. Et donc, s'il y a ce congé de formation, j'imagine que c'est que votre académie d'origine est entre guillemets prêt à vous laisser partir, puisque un enseignant en occitan à Versailles, je suis pas sûre que ce soit des compétences qui soient très mobilisables. Donc, si c'est dans le cadre de cette procédure que ça a été discuté en amont et que la demande de formation est liée à Enseignat, à terme, c'est ce qui me semble le plus possible. Mais l'intégration dans la formation Enseignat n'a pas de lien avec une quelconque mutation hors académie ou même intra-académique. En fait, vous restez titulaire de votre académie d'origine. Donc attention pour les candidats pour qui l'objectif à terme est d'intégrer une autre académie. C'est pas garanti. Voilà, il peut y avoir à la marge des postes pop, mais c'est vraiment très à la marge. Merci. Je souhaite changer de département au sein de mon académie. Est-ce envisageable? Exemple, titulaire en 47, demande de mutation en Béarn. Mathilde? Et la réponse reste un petit peu la même que pour la question précédente. La formation ne garantit pas une mutation derrière, donc c'est possible quand
ça peut être possible, ça n'est pas garanti en tout cas. C'est pas une garantie du tout. Merci. Et je peux peut-être ajouter que ça peut poser un certain nombre de difficultés. Comment dire alors, ça n'est pas impossible, mais c'est parfois malvenu de le faire à l'issue même de la formation enseignante dont on a bénéficié, parce que la plupart du temps, c'est le département d'origine qui a financé et pris en charge votre formation pour vous remplacer sur votre poste et qui ne voit pas toujours d'un bon œil d'avoir formé un enseignant pour le voir partir l'année suivante. Voilà, c'était une parenthèse à moitié officielle. Et j'ajouterais que si on demande sa mutation dans un autre département, on n'est absolument pas sûr qu'on puisse être employé en occitan dans un cursus bilingue dans notre département. Donc ça poserait aussi un autre problème. Ce qui répond donc finalement à la question suivante sur une mutation dans une autre académie du territoire de l'Oplo. Donc voilà, on y a répondu. Hein. Il n'y a pas de lien entre les possibilités de mutation et Ensenia et même, voilà, comme il y a quand même un engagement, on émet des réserves si le projet est de se former en occitan pour se rapprocher d'une académie avec laquelle vous avez peut-être plus de liens. Je ne suis pas certaine que ce soit forcément très solide, dans la mesure où, comme on l'a évoqué, hein, il y a d'autres difficultés et que c'est aussi la motivation du candidat qui est importante au moment de la sélection. Merci Emilie. Alors, vous avez reçu beaucoup de questions sur la mobilité. Il est 17h30. Je propose, si cela vous va, d'avancer un peu sur ces questions pour essayer d'aborder les questions sur l'habilitation. À moins que vous souhaitiez répondre à une de ces différentes questions, en particulier, Mathilde et Émilie, donc je peux les lire si vous voulez. La formation se déroule-t-elle loin de mon domicile? Les frais de déplacement pour me rendre en formation ou en stage sont-ils pris en charge? Est-il possible que je sois affecté sur plusieurs écoles ou établissements? Ai-je la garantie d'être nommé près de chez moi? À quelle période serai-je informé du poste qui me sera attribué? Vais-je effectuer l'intégralité de mon service en occitan? Alors, la réponse, ça dépend à toutes les questions et on peut passer à la suite. Non, alors, s'agissant de la formation, comme on l'a dit, les lieux peuvent changer chaque année. A priori, là, comme le marché a été publié, on peut vous dire que les lieux qui sont sélectionnés pour cette formation, c'est Bordeaux et son agglomération, le Béarn, enfin Pau et son agglomération, Montpellier et Toulouse. Donc, est-ce que ce sera loin de votre domicile? Ben, je ne sais pas, ça dépend. Mais voilà pour les lieux qui sont a priori sélectionnés cette année, avec peut-être possibilité d'avoir un troisième site de formation qui est en discussion auprès du conseil régional. Les frais de déplacement pour se rendre en stage ne sont pas pris en charge. En revanche, sont pris en charge les frais pour les temps de regroupement au CAPOC qui ont été évoqués, donc les 2 semaines au CAPOC, où là, on vous demandera de garder les justificatifs pour pouvoir vous rembourser ces frais-là. Est-il possible que je sois affectée sur plusieurs écoles, établissements? Oui. En principe, sur le second degré, en pratique, ça se fait peu. Ou alors dans des tout petits, j'ai vu ça dans de tout petits départements, mais c'est très, très à la marge. Sur plusieurs établissements dans le second degré, ça arrive fréquemment puisqu'il peut y avoir des compléments de services dans d'autres établissements. J'ai la garantie d'être nommée près de chez moi. Comme on l'a dit précédemment, on reste en principe titulaire de son poste et le lieu d'affectation, il est envisagé en fait aussi au moment de la sélection des candidats, puisqu'on vous demandera aussi d'émettre un choix sur votre future mobilité. Est-ce que vous êtes prêt à aller loin ou pas de votre établissement actuel, sachant qu'il est possible aussi que vous soyez candidat parce que votre établissement porte lui-même un projet de création d'une discipline non linguistique en occitan ou d'enseignement de l'occitan, auquel cas, vous resterez sur votre poste et vous pourrez enseigner l'occitan. Vais-je effectuer l'intégralité de mon service en occitan? Là encore, sur le second degré, non. A priori, vous allez enseigner votre discipline plus votre discipline en occitan, éventuellement une option, mais il est assez rare qu'on puisse avoir un service complet en occitan dans un établissement. Si j'ai dit des bêtises, vous me corrigez avant qu'on passe à la suite. J'ai voulu faire vite. Je suis désolée. Très bien, merci.
Sur l'habilitation, il y avait peut-être 2 questions qu'on peut éventuellement traiter ensemble. Comment se déroule l'habilitation au premier degré et comment se déroule l'habilitation au second degré? Mathilde? Alors, pour les procédures d'habilitation, je vais plutôt laisser la parole à messieurs les inspecteurs. Didier, votre micro est coupé, par contre. Alors, je peux commencer peut-être pour le premier degré. En ce qui concerne le premier degré, donc on a une habilitation dans laquelle on a une épreuve de compréhension d'oral, un entretien avec le jury à l'issue de cette compréhension d'oral, une lecture de texte et enfin un entretien sur les textes officiels. Peut-être Didier, je te laisse la parole pour le second degré. Alors pour le second degré, on est sur le même dispositif. En fait, il s'agit d'un entretien qui se fait alors soit avec des conseillers pédagogiques et inspecteurs, soit plusieurs personnels qui font partie d'un jury d'entretien. Pour les raisons que Pascal Sarpoulet a évoquées tout à l'heure, ça se situe dans le courant du mois de mars. De façon à ce que les bénéficiaires de l'habilitation puissent être à temps pour postuler au mouvement sur des postes bilingues qui seraient ouverts ou qui les intéresseraient. Voilà. Donc, en fait, l'habilitation, c'est un entretien sur la base des compétences linguistiques acquises et des compétences didactiques aussi qui sont nécessaires et qui sont évaluées sans qu'on demande une perfection totale, bien entendu, sur les connaissances acquises. Merci Didier. L'habilitation est-elle reconnue dans les autres académies? Mélie? En principe, non. Pour les autres départements, il me semble que second degré, on peut avoir une reconnaissance. En revanche, pour l'habilitation premier degré, elle n'est normalement valable que dans le département dans lequel elle a été émise. Est-ce qu'elle est permanente? Est-ce que sa validité est permanente ou est-ce qu'elle doit être renouvelée? Mathilde? Ouais, elle est permanente. Sauf si on veut bouger. Alors, quelques précisions, si vous voulez bien. L'habilitation, à partir du moment où elle a été délivrée, elle est permanente, elle atteste d'une compétence et il n'y a pas de retour en arrière sur cette compétence-là. Néanmoins, ça veut quand même dire que les professeurs qui sont détenteurs de cette habilitation, ils doivent aussi continuer à progresser et à se former comme le font aussi leurs collègues. Ils peuvent être accompagnés sur les années N+1, N+2 de la formation enseignante qu'ils ont reçue. Ça, c'est une chose. Et une autre précision que je peux apporter, c'est qu'il existe... Donc ça, c'est une habilitation qui est directement liée au dispositif enseignant-professeur. Ensuite, de façon plus générale, à la fois pour le premier degré, mais aussi pour le second degré, il existe un examen de certification complémentaire qui, pour le coup, est un examen organisé par la DEC, qui a une valeur nationale et qui est valable d'une académie à l'autre et d'un département à l'autre. C'est la raison pour laquelle il y a les deux possibilités ou les deux demandes qui vous sont faites, habilitation et puis en est N+1, certification. Mais on reviendra aussi avec beaucoup plus de précision sur ces questions-là auprès des collègues qui auront été retenus. Merci Didier. Existe-t-il des passerelles entre premier et second degré? Exemple, faire de l'initiation au collège pour un PE ou enseigner en classe bilingue. Mélie? En principe, non. En tout cas, vous le savez, hein, c'est quand même relativement compliqué. Voilà, c'est pas les mêmes mécanismes. Toutefois, à la marge, je dirais de manière casuistique en fonction des besoins d'un enseignement, c'est des choses qui ont pu se faire, mais voilà, c'est pas une procédure classique et c'est pas à retenir comme étant la modalité post-formation enseignant. Mais comme on le disait, hein, voilà, c'est en fonction des besoins. Avec l'aval des chefs d'établissement, on peut toujours trouver des arrangements sur des cas de figure un peu complexes.
Merci. En tout cas, il n'y a pas de spécificité liée à l'enseignement de l'occitan. Les services premier, second degré, voire services partagés, dépendent de la politique de chaque département, de chaque académie. Ils ne sont pas impossibles, ils seront plutôt rares, mais voilà. Mais en tout cas, ça n'est pas lié directement à l'enseignement de l'occitan lui-même. Merci. Et enfin, une dernière question concernant le niveau de langue, une crainte qui est souvent exprimée. Que dois-je faire si je ne réussis pas à l'habilitation et ou si je n'obtiens pas le niveau B2 au DCL? Mathilde. Alors là, je parle également à nouveau sous le contrôle des inspecteurs, mais effectivement, le niveau B2 est le niveau minimum exigé à la sortie de la formation. Pour ce qui est de l'habilitation, elle est passée bien souvent avant l'examen du DCL, et donc c'est à l'appréciation de l'inspecteur qui vous fait passer l'habilitation de décider si oui ou non vous êtes apte à enseigner l'année suivante. Dans le cas où l'habilitation ne serait pas accordée, a priori, la formation ne serait pas, enfin, se solderait pas par un succès, donc il n'y aurait pas de prise de poste. Mais cependant, je pense que ça n'est jamais arrivé a priori. Donc, je tiens à rassurer quand même les personnes qui veulent postuler. Tous les ans, il y a des candidats qui partent avec un niveau débutant euh, et qui arrivent à obtenir le niveau B2 à la fin de la formation. A priori, enfin, je laisse les collègues compléter, mais je pense que Ben, ça veut dire que dans ce cas-là, le poste qui vous serait proposé l'année suivant la formation, puisque vous n'auriez pas une compétence vraiment totale ou requise, serait justement adapté à votre situation pour vous permettre de continuer votre montée en compétences. Et à ce moment-là, vous seriez à nouveau accompagné et revu en termes d'habilitation, et vous seriez invité à représenter le DCL l'année suivante, en sachant que justement, à partir d'une pratique, même si elle est limitée, on monte fortement en compétence dans la langue qu'on apprend. Donc voilà, mais je confirme que enfin, à ma connaissance, ça n'est pas encore arrivé sur les dispositifs existants. Je confirme. Alors, avant de passer à un petit panorama des ressources disponibles pour aller plus loin dans la réponse aux questions, éventuellement, Mathilde et Mélie, si vous souhaitez répondre à quelques questions qui seraient restées sans réponse dans le chat, n'hésitez pas. Et sinon, plus largement, donc nous allons rester connectés 2 minutes peut-être à l'issue une fois que le webinaire sera terminé, pour bien prendre le temps de répondre à toutes les questions auxquelles nous n'aurions pas répondu et que vous avez posées dans le chat. Donc n'hésitez pas à rester un peu connecté à l'issue de la présentation. Je ne sais pas, Mathilde ou Mélie, si vous souhaitez répondre à quelques questions ou pas. Je ne vois pas trop. je les passe en revue actuellement. Normalement, c'est fait. Ok. Mais s'il en reste, n'hésitez pas à les faire remonter, enfin, à les faire redescendre, du coup. Voilà, pour qu'on puisse les traiter si toutefois vous n'avez pas eu de réponse, soit dans le chat, soit durant ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas. Je ne sais pas si la dernière a été, si on y a répondu. Alors, la question concerne les dialectes enseignés. Donc, étant donné que l'occitan comprend différents dialectes, est-ce que le dialecte appris en formation diffère selon les lieux de formation ou est-ce un occitan unifié? Donc, effectivement, il y a une différenciation qui est faite. C'est ce que l'on mentionnait tout à l'heure lorsqu'on répondait à une question concernant la possibilité de suivre la formation dans une autre académie. Donc, effectivement, le dialecte proposé sur le site de formation dépend du lieu où la formation se déroule. Donc, cette année, par exemple, il y a donc, comme je le disais, 5 lieux de formation pour l'année en cours, donc pour ceux qui se forment actuellement. Et donc la spécificité linguistique est retenue et celle du lieu où se situe la formation. Donc, en Gascon, en Béarn et à Marmande, en Limousin à Périgueux et en Languedocien à Montpellier et à Montauban, avec les spécificités locales qui sont prises en compte également.
Une autre question qui est apparue, c'était est-ce que je suis professeur des écoles, est-ce que j'enseignerai entièrement en occitan sur mon poste? Donc là aussi, ça dépend des situations. Alors d'une part, l'enseignement bilingue, c'est vraiment un travail avec les deux langues, ça c'est une chose, mais ensuite on peut avoir des situations où on a des postes qui sont sur un mi-temps avec une classe ou un groupe d'élèves en occitan bilingue, et un complément de service sur un autre mi-temps, par exemple, avec un enseignement en français qui est plus classique et ordinaire. C'est le type de situation qu'on peut rencontrer. Voilà, donc ça dépend vraiment de l'école et du projet de l'école, de son fonctionnement. Merci Didier. Donc, si vous souhaitez aller plus loin un petit peu sur l'information avant de déposer votre candidature ou à l'issue de votre candidature, quelques références. Donc, vous retrouverez sur le site de l'OPLO, rubrique enseigner, et puis onglet Enseignant professeur, la présentation du dispositif, des témoignages vidéo, davantage de précisions par académie. Vous avez également sur le diaporama un lien que vous pourrez retrouver à l'issue de la présentation de ce webinaire. Donc un lien qui propose différentes ressources mises à disposition des enseignants d'occitan ou en occitan, donc pour vous donner une idée des ressources à disposition des collègues. Et puis en termes de documentation, donc sur le site de l'OPLO, nous proposons une médiathèque avec différents supports numériques qui ont été conçus spécifiquement pour les enseignants. Nous invitons à vous rendre sur le site de Canopé Capoc, qui propose des ressources aussi qui peuvent être utiles, à suivre également les travaux du GRAPH. Le GRAPH, c'est le groupe de recherche action en didactique bilingue, sur les fonds didactiques bilingues français-occitan. Pour toute question, vous avez une adresse mail dédiée, enseignat.prof@officie-occitan.eu. N'hésitez pas à nous y adresser vos questions. C'est une presse qui est partagée, donc il y a toujours quelqu'un qui pourra répondre facilement. Et puis, si vous souhaitez pouvoir échanger avec des collègues qui ont déjà suivi le dispositif, la formation sur les années précédentes, n'hésitez pas à vous rapprocher soit d'un ou d'une CPD. Il y avait plusieurs conseillères pédagogiques qui étaient présentes sur ce webinaire, ou de vous rapprocher de l'OPLO. On pourra vous mettre en relation avec un ancien stagiaire. J'en profite pour vous partager le témoignage de Jean-Luc Armand, qui a écrit dans le chat tout à l'heure, qui a dû nous quitter, donc qui est conseiller régional, maire de Cocumont en Lot-et-Garonne, et qui est enseignant, qui a suivi la formation enseignant-prof il y a quelques années, et qui nous dit qu'il n'a pas pu intervenir car il n'avait pas la main sur la liaison audio. Mais je vous confirme toute l'efficience de cette formation qui prépare parfaitement l'enseignant, tant sur le volet maîtrise de la langue que sur le volet pédagogique. Je vous encourage à franchir le pas en vous inscrivant dans cette formation. Pour ce qui me concerne, m'a permis de relancer ma carrière en retrouvant du plaisir et de l'envie à enseigner après 25 années d'enseignement en classe monolingue primaire. Voilà. Des contacts complémentaires donc de messieurs les IPR qui étaient présents tout au long de cette présentation, donc monsieur Sarpoulet pour les académies de Bordeaux-Limoges, monsieur Agar pour l'académie de Toulouse, monsieur Cos pour l'académie de Montpellier. Oui, je vois que sur mon adresse mail il manque le H. Ah, en effet, c'est bien Christophe Cos et pas Christophe. Oui, exactement. Mes excuses, oui, je vais corriger ça. Non, mais il n'y a pas de souci. Ce sera corrigé. Et à préciser également, pour l'Académie de Toulouse, un autre contact qui ne s'est pas exprimé aujourd'hui, mais qui est très précieux, est celui de Monsieur Doucine, pour le premier degré en particulier, qui est donc inspecteur de l'éducation nationale sur Valence d'Agen, et qui a un petit peu aussi le référent occitan pour le premier degré sur l'Académie de Toulouse. Et donc, si vous écrivez également, si je ne me trompe pas, si vous écrivez à l'adresse mission-occitan@ac-toulouse.fr, voilà, vous pouvez joindre l'un ou l'autre des deux inspecteurs en charge de l'occitan sur l'Académie de Toulouse. Donc voilà, pour les collègues qui sont sur l'Académie de Toulouse.
Merci Mathilde, merci à toutes et à tous de nous avoir accordé un peu de temps pour suivre ce webinaire. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute question, n'hésitez pas à déposer votre candidature et nous vous disons donc bonne soirée et à bientôt. Alicias. Adicias. Alicias, Un grand merci. Au revoir. Mercedes.